Si vous faites de l'endodontie, ce qui est normalement le cas dans votre cabinet, vous avez déjà fracturé un instrument NITI sans le voir venir. Aucun signe d'alerte, pas d'hélice détendue, pas de flexion, et pourtant, poum, rupture nette. Eh bien, et avec une grande surprise, eh bien, l'article de Pruett, Clément et Canes, publié en 1997, explique précisément pourquoi cela peut arriver, où cela arrive au niveau de l'instrument, et surtout en fonction de quels paramètres. Et ils expliquent également quels paramètres doivent guider nos décisions en clinique. Alors, cet article, il est plus que jamais d'actualité. Il est peut-être été un petit peu modifié maintenant avec l'apparition des nouveaux alliages et les traitements thermiques, mais néanmoins, les principes de base restent a priori identiques. Alors, pourquoi cet article est important? Parce qu'à la fin des années 90, parce la rotation continue est apparue en 96, les systèmes rotatifs se développent. Et à l'époque, toute l'industrie arrive avec son nouvel instrument, plus magique l'un que l'autre, plus flexible, qui ne casse pas, etc. Et l'évidence, c'est qu'ils sont beaucoup plus souples, ils prennent plus de courbure que l'acier, ça c'est une évidence. Mais on découvre aussi que ces instruments peuvent fracturer, avec pas mal de surprises. À l'époque, il y a très peu de systèmes sur le marché, donc on met pas du tout en cause, ou très peu, la qualité de ce qu'on appelle en anglais le manufacturing, la fabrication, et on essaie de comprendre si le design des instruments, la vitesse, le diamètre, la taille, etc., peuvent avoir une influence, et surtout comment mieux comprendre ces facteurs de façon à les anticiper. Et le problème, c'est que les tests normatifs évaluent surtout la torsion statique, c'est-à-dire quand on pointe, on bloque la pointe et ensuite on fait tourner, alors qu'en clinique, l'instrument il tourne toujours librement dans une courbure. On ne parle pas d'ici de la résistance à la fracture, à la torsion lorsque la pointe est bloquée. C'est complètement une approche différente. Alors, Pruett et ses collaborateurs apportent deux contributions majeures. Ils introduisent d'une part une façon rigoureuse de décrire la courbure avec un angle et un rayon. Et ça, effectivement, c'est assez nouveau. Alors aujourd'hui, on le sait que toutes les études se font avec des angles de 60 degrés, mais surtout, on parle plus du rayon de la courbure que de l'angle, ce qui a beaucoup plus de sens finalement. Et ils montrent à l'époque, par des essais dynamiques, quels sont les facteurs qui vont raccourcir le nombre de cycles de l'instrument avant la rupture. C'est une pierre vraiment fondatrice pour comprendre la fatigue cyclique en endodontie moderne et qui va réguler énormément de travaux qui ont été faits après, notamment sur la modification des alliages par le traitement thermique. Alors, ce que l'étude démontre de fort et de nouveau, c'est que le rayon et la courbure dominent le débat. Et à 2 mm de rayon, donc une courbure un peu abrupte, eh bien les instruments cassent beaucoup plus tôt, qu'à 5 mm. Et à tout facteur autre égaux par exemple. Autrement dit, sont les canaux avec le même angle, deux canaux avec le même angle, n'imposent pas le même risque. C'est finalement le changement brutal de rayon de courbure qui va modifier le comportement de l'instrument en son sein. Le deuxième message, c'est que la taille, donc le diamètre de l'instrument, compte. Un instrument de 40 centièmes va céder en moins de cycles qu'un instrument de 30 centièmes, qu'un instrument de 20 centièmes, etc. Lorsqu'ils sont soumis à la même courbure, simplement parce que la tige qui est plus longue va subir plus de contraintes. Plus il y a de matière dans l'instrument, plus il va y avoir de contraintes. Le troisième message, alors lui qui est assez contre-intuitif, c'est que la vitesse entre 750 et 2000 tours par minute n'augmente pas le nombre du cycle disponible. Elle ne change pas le capital de cycle. En revanche, plus vous allez tourner vite, plus vous allez consommer ce capital rapidement, et donc la fenêtre de sécurité va diminuer dans le temps, même si le nombre total de cycles, lui, avant la rupture, n'a pas bougé. En gros, quand vous tournez à 2000 tours, eh bien vous allez avoir 5 fois moins de temps que si vous tournez à 400 tours, mais avec un tournant à 2000 tours, vous avez beaucoup plus d'efficacité. Alors ça a été vrai à cette époque-là. C'est quelque chose qui a été remis en discussion après, montrant qu'un instrument, plus il tournait vite, à partir du moment où il était très coupant, plus l'instrument tournait vite, moins il était sensible à la contrainte. Là, il faut remettre les choses dans leur contexte. En 1987, on est sur les 97, on est vraiment sur les balbutiements, mais on est vraiment dans le départ
des investigations sérieuses sur la rotation mécanisée. Enfin, la fracture n'apparaît pas juste derrière le mandrin, mais au point de flexion maximale, c'est-à-dire au milieu de la rayon de courbure. Et d'ailleurs, ça, au microscope électronique à balayage, à transmission, en balayage, pardon, on retrouve la signature classique de fatigue, c'est l'initiation périphérique, hein, donc ça commence, il y a les stries de progression jusqu'à la rupture dite ductile au niveau central de la ligne. Donc là, jusque-là, il n'y a pas eu de nouvelles. Le principe de fracture de l'instrument est toujours le même. Par contre, dans le rayon de courbure, oui, il y a quelque chose qui se passe. Alors, comment cela confirme ou bouscule nos pratiques? L'étude bouscule l'idée que baisser le nombre de tours de la rotation protège l'instrument. En réalité, sur ces facteurs-là, la vitesse n'augmente pas la capacité de l'instrument à endurer plus de cycles, mais elle étale la consommation, en sachant que plus on va tourner vite, plus le capital résistance, si on peut l'appeler comme ça, d'un instrument va se consommer plus vite. Donc tourner plus lentement peut donner plus de temps de travail avant d'atteindre le seuil de rupture, mais n'augmente pas la résistance intrinsèque en cycle. En gros, le nombre de cycles avant que ça casse, il est fixe. Plus vous tournez vite, plus vous le consommez vite, plus ça va vite. Plus vous tournez lentement, moins voilà. Donc moi, vous allez mettre de temps pour le casser. Mais en gros, le travail sera le même. Ce qui va changer la donne, c'est d'éviter de rester fixe à une profondeur. La fatigue va s'accumuler à l'endroit du changement de courbure de rayon. Le mouvement axial, donc ce qu'on appelle le picking, va plus le fait d'avoir un mouvement en rotation, enfin un mouvement animé d'un mouvement vertical de haut en bas, avec des amplitudes plus ou moins grandes, va mieux répartir les contraintes et prolonge la vie utile de l'instrument. Une autre confirmation, dans les courbures serrées, donc un diamètre plus petit est plus tolérant. Oui, ce qui est assez logique, c'est que plus vous avez de masse centrale, plus le risque de fracture est assez important. Et surtout, il faut apprendre à lire la courbure en deux paramètres, l'angle, mais aussi le rayon. Parce que, en gros, avec le même angle, si le rayon est très long, ça veut dire que la courbure va être beaucoup plus progressive que si vous avez un rayon courbe qui lui, va rendre les choses beaucoup plus abruptes et beaucoup plus dangereuses pour l'instrument. Donc, une courbure qui est courte et cassante à l'apex n'a rien à voir avec une courbe qui est beaucoup plus sinueuse. Alors, pour la géométrie, pendant des années, on a mesuré la courbure avec un seul angle, et c'est pratique mais trompeur. Donc c'est ça que cette insertion de la notion de rayon a complètement changé les choses, et deux canaux avec un angle de courbe de 45-60 degrés n'auront pas du tout le même comportement en fonction du rayon. La mécanique, un instrument qui tourne dans une courbure passe à chaque tour par une moitié en tension et une moitié en compression. Donc ça, c'est la fameuse image qui a été donnée par le tuyau de votre aspirateur. Vous le prenez, et bien quand vous le pliez, il y a une zone qui est en extension et une zone au milieu qui est en tension. L'instrument, c'est exactement la même chose. Dans une courbure abrupte, donc le rayon court, la fibre externe va subir une tension beaucoup plus élevée. Donc on tire sur l'instrument pendant qu'on le comprime de l'autre côté, et le résultat, c'est que s'il y a une fissure qui a été initiée au moment du passage précédent, eh bien elle va s'accélérer. C'est assez logique, et c'est une bonne image que l'on a. Et c'est très bien visible au microscope à l'électronique à balayage. Et parfois, on peut percevoir une zone de faiblesse sur un instrument à l'œil nu, mais encore une fois, ça reste très aléatoire, et c'est pas quelque chose de super fiable. Troisième facteur, c'est la taille de l'instrument. On pourrait croire qu'un instrument plus large et plus massif, en fait, c'est lui qui va le plus de souffrir dans les courbures. Donc faites attention quand vous utilisez un instrument qui est augmenté en diamètre, mais aussi attention aux instruments qui est augmenté en conicité. Vous pouvez avoir un 25 centièmes et la conicité 4% ou 6% n'est pas du tout la même chose en termes de diamètre à 2 ou 4 mm. Donc attention à ça. Et enfin, le quatrième temps, c'est la vitesse. Entre 750 et 2000 tours, l'étude ne trouve pas de différence sur le nombre total de cycles. Encore une fois, le même nombre total de cycles, il va être divisé ou multiplié par 2 si on passe de 2000 à 1000 tours. D'accord? Donc la durée en elle-même, l'instrument aura fait le même nombre de cycles. Ce qui change, c'est donc en fait, c'est la durée de vie de l'instrument. Le nombre de cycles est exactement le même.
Et enfin, le cinquième temps, c'est où et comment ça casse. C'est toujours au milieu de la courbure. C'est là où il y a le changement de... En fait, c'est là où se fait le changement de tension. Le fracture, il y a un verrouillage torsionnel de la tête ou par une surflexion localisée juste derrière le point de changement. Et c'est là le point critique où la flexion est maximum. Donc faites attention dans cette zone, voilà, il va falloir utiliser l'instrument de façon à être particulièrement soft à chaque fois que l'instrument va passer à ce niveau-là. Pour la pratique, donc, ce sont des facteurs à retenir et donc ne cherchez pas forcément à augmenter la vitesse. Essayez de diminuer la taille des instruments. Et aujourd'hui, avec l'endodontie micro-invasive, c'est quelque chose qui tend à se faire assez naturellement. Bien anticiper vos courbures et vous allez voir que quand on a compris tout ça, qu'on comprend les instruments et comment ils fonctionnent, eh bien c'est là qu'on devient beaucoup plus compétent plutôt que de se dire je passe le bleu après le jaune et ça marchera bien. Alors en conclusion de cet article, donc là Pruett va nous redonner un cadre mental. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis ces choses-là. Moi, mon objectif avec EndoPaper, c'est de vous rappeler des papiers Princeps où les choses ont été un petit peu découvertes. Et encore une fois, si vous pouvez aller lire l'article pour voir le design, etc., c'est assez intéressant. Il y a vraiment eu un changement avant et après la publication de Pruett sur la conception et la façon de présenter les instruments. Et puis surtout, on a commencé à arrêter de dire tout et n'importe quoi, puisque c'est un papier qui faisait jurisprudence. Donc voilà, bien comprendre pourquoi un instrument va se fracturer. Dans la flexion, c'est au moment du changement le plus abrupt du rayon de courbure que les choses se font. Bien, et comprendre que la fatigue n'est pas une fatalité, c'est vraiment une variable à gérer et à prendre en considération. Et maintenant, eh bien, à vous de jouer. Et encore une fois, même si les risques de fracture ont diminué, enfin les risques de fracture dans les courbures ont diminué avec les traitements thermiques, il n'en reste pas moins existant, et que le concept est toujours le même. On a allongé la durée de vie par les traitements thermiques, mais on l'a pas complètement annulé. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous demande rendez-vous très prochainement pour le 13e épisode de notre série EndoPapers.